Bienvenue à tous sur Vivian parle IA. Aujourd'hui, on a un invité en compagnie de Gilles à l'honneur. C'est Vivien Bernard, directeur de création et stratégie de marque, expert en co-création, communication visuelle, l'explorateur de l'IA par excellence. On va explorer les frontières de la créativité et de l'intelligence artificielle. Donc préparez-vous les amis, ça va partir un peu dans tous les sens. Ça va être le moment créatif, le moment qu'on attend depuis un moment chez Viens on parle IA. Vivien, je te laisse la parole pour te présenter brièvement avant d'aborder tous ces thèmes. Ok, donc oui, du coup tu m'as déjà présenté pas mal en termes de détails. Donc moi, enfin d'expérience, donc du coup j'ai travaillé plus d'une dizaine d'années en agence en tant que directeur de création. Donc j'ai fait tout mon parcours de créatif à directeur artistique, directeur de création. Et puis du coup depuis un peu plus de 5 ans maintenant, je me suis mis en tant qu'indépendant. Donc je travaille toujours pour les agences, mais comme une cellule un peu autonome en extérieur d'agence pour des grands comptes, que ce soit bancaire, que ce soit assurance, des choses très souvent institutionnelles. Et donc voilà. Et du coup on va dire depuis 2023 à peu près, je suis tombé dans l'IA et la découverte de l'IA créative, hein, vraiment sur la partie qui m'intéressait d'abord en tant que loisir, et puis au fur et à mesure intégré aussi dans la partie process, justement de rendu vis-à-vis de mes clients. Donc à différents niveaux sur ces différents sujets. Voilà un Okay. peu pour me présenter. Tu vois, avant de faire le podcast, il y avait les fameuses questions. Des fois, c'est un peu galvaudé ce terme. Tu vois, on parle de DA, tu vois, direction artistique. Donc, faut savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer? On dit la DA est pas mal. C'est un peu utilisé dans tous les sens, mais est-ce que tu peux nous éclaircir déjà sur la DA? DA, qu'est-ce que c'est la DA, la direction artistique? Bah du coup, il y a la direction, donc quelque part, c'est prendre une direction du coup artistique. Donc dans cette définition juste très simple, c'est pas obligatoirement en tant que directeur par rapport à coordonner des personnes. C'est vraiment de prendre des directions et des orientations. Donc du coup, c'est vraiment un travail, parce nous on dissocie la direction artistique de l'exécution entre guillemets. Donc et la direction de création qui vient même en amont. En amont, la direction de création d'abord c'est la partie plus stratégie d'image, on va dire. Donc, il va mêler à la fois les objectifs stratégiques d'une marque, donc marketing souvent, et qui va les rendre tangibles en ce qu'on appelle nous alors ça y est, encore un autre mot, insight, Des insights, ok. concept, on va dire, Ouais. en concept créatif. Le directeur artistique, à partir de ces éléments-là, lui va rechercher vraiment des éléments dits graphiques qui vont permettre de transcender ses objectifs dits marketing. Donc, il va d'abord faire de l'exploration, c'est ce que je disais, la période de divergence, donc explorer différents territoires pour voir ceux qui correspondent le plus là-dessus, et il va prendre une direction. Du coup, il va choisir et sélectionner avec le client une direction artistique, un positionnement de marque là-dessus, et souvent après on passe à ce qu'on va appeler l'exécution ou le développement de la marque. Donc là, ça peut être un exécutant, enfin ce qu'on appelle un créatif qui lui a déjà toutes ces orientations-là, mais ça peut être un web designer qui va s'appuyer là-dessus, ça peut être un réalisateur qui lui va aussi faire du motion design ou d'autres choses. Donc après, c'est les orientations qui vont être ce que je vais appeler moi les members, c'est-à-dire les outils, la fabrication. Donc en gros, si on peut le résumer, on a Mind, donc la partie direction de création, Body, c'est le cœur, c'est l'affectif, c'est l'image, c'est le directeur artistique, et Member, c'est la partie production des outils. Donc là, on va avoir les différents outils et les différents spécialistes, entre guillemets, de ces différents outils. Donc que ce soit en digital, que ce soit en print, que ce soit en web, enfin, autre, ou vidéo, ou réalisation. Ok. Et dedans, bah voilà, tout va s'imbriquer et on va voir que l'IA, dans tout ce processus, va permettre d'améliorer un peu ce personnage, en tout cas, cette entité là que j'ai décrite. Gilles, de ton côté, Gilles est très musique. Donc, quand on parle, toi, artistique, etc., je pense que ça te parle pas mal de ton côté. Tu le voyais ça comment? De la même manière? Ouais, alors moi, tout ce qui est créatif, c'est vraiment en mode loisir. Donc, je- à part le monde de la publicité digitale où j'en ai fait quelques années. Mais sinon, c'est vraiment en mode expérimentation. Enfin, même visuel, hein, parce que je fais beaucoup de choses, hein, du street art,
enfin, je dessine beaucoup. Et, et j'ai vu un virage il y a quelques années. Mais moi, c'est vraiment en mode à côté. Ah, c'est trop bien, je peux faire des choses. J'ai eu l'impression que il y a un rapport avec la créativité qui est différent entre chaque personne vis-à-vis des outils. Et c'est vrai que on n'avait encore jamais parlé avec quelqu'un qui était vraiment dans le métier. Et là, Vivien, on veut savoir. On veut savoir. À partir de quand tu as commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui était en train de changer? Est-ce que tu sens vraiment que ça va changer? Et, Alors, ouais, disons que, alors déjà, par rapport à mon parcours, parce que moi, du coup, je suis un vieux briscard, hein, je viens de faire 48 ans, hein, donc du coup, j'ai connu Ça ne se plusieurs voit pas. Ça ne se voit pas, Vivien. Merci. J'ai connu plusieurs générations d'évolution, hein. Moi, j'ai commencé à l'ère déjà du web. Donc, l'arrivée du web a déjà été une grosse évolution dans nos métiers et transformations, qui m'a permis justement d'évoluer. Donc, clairement, ça a déjà été cette transformation-là à transformer nos métiers. Et moi, j'ai commencé mes formations. On était avant l'an 2000. Donc j'avais Photoshop et il y avait Quark Express, deux logiciels. Quark Express a pratiquement disparu et qui était un logiciel. Illustrator n'existait pas, enfin plein de logiciels n'existaient pas. On avait Dreamweaver comme C'était à quelle logiciel. année, ça? Ça c'était 98. Ah oui, Photoshop 98. C'est Plume, ça. est-ce que c'était Ah la oui, plume en gris? n'existait pas. Hein, voilà, Inkscape n'existait pas, Illustrator n'existait pas. Ouais, Donc voilà, on était encore avec des modems en 56K, mais ouais. j'ai connu l'arrivée vraiment de la DSL. Donc cette partie-là de révolution avec la partie vraiment digitale des sites. Et donc pour nous, nos métiers, en gros, ça a été une source de data énorme et une transformation dans des métiers qui ont vraiment explosé, et qui ont permis un développement de la créativité, de différents talents de ma génération sur ces différents métiers. Et moi, je le vois exactement, et beaucoup d'ailleurs dans l'IA actuellement, et dans la créativité IA. Souvent, on est tous des vieux briscards un peu de ma génération, complètement fans de ce type d'outils, parce qu'on revoit un peu cette révolution qu'on a connue jeune. Une renaissance, ouais. Et c'est comme ça qu'on l'a vraiment senti en termes d'approche. Et comme je parlais, moi, donc du coup 2023, c'est que du coup quand on a commencé avec Midjourney, enfin moi j'ai découvert Midjourney en version 4, donc là la version 7 vient de sortir. Et en version 4, en gros, on était vraiment aux prémices, mais c'était déjà une petite révolution pour nous, et on voyait déjà le potentiel qui était en train d'arriver dessus. Et donc ça, c'est super intéressant de voir ça. Et donc du coup, au niveau de nos métiers, enfin, il y a eu énormément d'évolution et de transformation. Enfin, moi, en 20 ans de métier, clairement, il y a eu vraiment ces parties d'évolution sur à la fois d'abord la révolution vraiment digitale, sur la partie du web, clairement, mais aussi dans les métiers de réal, du motion design, de retouche, de VFX, d'effets spéciaux et tout ça. Et donc là, voilà, de nouveau, on se retrouve avec une nouvelle révolution dans nos métiers, à la fois dans le processus créatif, donc de recherche, d'itération, ce que je vais appeler la divergence, on va dire, d'itération, mais aussi dans la production jusqu'à des outils, donc vers les spécialistes, que je parlais vers les members. C'est-à-dire que là, moi, j'ai des personnes qui travaillent en effets spéciaux, qui travaillaient avant sur After Effects, donc sur des outils de retouche et tout ça, et qui de plus en plus intègrent du processus IA dans cette approche-là. Et pareil, d'autres d'envoyer du web designer, des développeurs web, et qui de plus en plus intègrent, alors plutôt du Gemini que du ChatGPT, mais qui intègrent ça dans leur processus d'optimisation de code. Et c'est assez hallucinant. Toi, dans une production vidéo, quand on parle de process cette fois-ci, Mhm. donc t'as cité des outils comme Midjourney, mais ça va être une orchestration en fait de différents outils. Et est-ce que toi, tu peux nous parler rapidement du process créatif, donc du début à la fin, en bout en bout, en sachant que il y a des personnes pas trop techniques peut-être en face, mais aussi les limitations, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la limite, parce qu'on a vu l'évolution. Tu parlais de la V4, de la V4 à la V7, il y a eu un bond de fou. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ça, en fait, nous expliquer un peu ça, le Ouais. process? Alors bon, du coup, ça, bon,
On a chacun nos petits tips et on a évolué dessus. Et ce qui se passe, c'est que il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas un grand maître d'œuvre comme on l'a connu, c'est-à-dire Adobe qui maîtrisait toute la suite entre guillemets et qui du coup avait un seul outil qui permettait d'agréger tout ça. On est encore sur pareil, toujours un moment où on a plein d'outils et qui se font la course. Donc des outils américains, des outils européens, un petit peu, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, et des outils chinois. Donc déjà, on a toute cette partie d'approche, on va dire, de plein d'outils et qui à chaque version passe devant l'autre en termes de choses. Et après, on a des outils qui vont dire, qui vont rester un peu récurrents, en tout cas pour moi dans mes parties de process, parce que du coup, ils ont un développement, on va dire, un peu plus artistique que je trouve un peu plus intéressant et un peu plus polyvalent. Donc Midjourney, parce que du coup, je suis tombé dessus. Donc j'adore le détester à des moments parce que je vois qu'il y a d'autres outils qui sont plus performants que lui pour certaines choses, mais je reviens toujours quand même à mes premières amours. Donc Midjourney a, on va dire, une certaine réflexion, un certain codage, mais une mécanique d'utilisation et d'usage et une connaissance artistique qui est quand même super intéressante en termes de maîtrise pour nous les créatifs. T'as un exemple, typiquement, est-ce que c'est par rapport à la focale, à la vue, ou à des détails comme ça, ou c'est quoi exactement la petite diff? C'est large, c'est-à-dire que du coup, il y a à la fois cette connaissance clairement photographique, donc ça c'est super intéressant. Clairement, la partie optique, photographique, lumière dessus, mais pas que. En gros, parce que du coup, il y a des outils qui maintenant sont plus performants pour de l'hyper-réalisme. Là, on a du coup Google DeepMind hein, qui vient de sortir leur Imagen 4 et leur VO2, enfin leur VO3 VO3, ouais. VO3, voilà. Mais l'Imagen 4, elle est hyper performante sur l'hyperréalisme, comme idéogramme aussi, comme flux et tout ça, sur lesquels on va trouver des choses de hyperréalisme. Par contre, si on veut avoir de la retouche, un style artistique, une patte un peu différente, là-dessus, on a une plus grande maîtrise de ce type de style et d'exploration sur Midjourney. C'est-à-dire que on peut y intégrer, uploader des styles artistiques, créer des sortes de mood boards spécifiques pour déterminer, mélanger des styles artistiques aussi. Donc ce que je vais appeler les concaténer, c'est-à-dire les prendre et voir ce que ça peut donner de mélanger deux types de styles artistiques. Un style de connaissance d'un peintre avec du photoréalisme, mais aussi du découpage papier, des approches peut-être avec de la 3D, mais aussi comme si c'était de la photographie. Enfin, et on peut avoir des mélanges Hmm. assez surréalistes qui sont super intéressants pour nous créatifs. Donc derrière Ouais. sur cette partie d'application. Après, sur la partie processus donc créatif, il y a plein d'autres outils qui vont permettre de créer à la fois des mood boards, faire de la recherche là-dessus, comme Recraft, qui est un outil anglais Ok. qui est une sorte de planche infinie, hein, un peu qui permettent de pouvoir générer donc de l'image assez simple, mais surtout d'apporter plein d'images aussi d'extérieur, de concaténer plein de sources et de générer son propre style aussi, mais plutôt dans une recherche en basse définition, donc plus rapide, plus facile, et qui peut aussi intégrer aussi la création par exemple de pictogrammes, donc du vectoriel, des choses comme ça qui sont intéressantes aussi. Donc c'est des outils par exemple plus de recherche qui permettent de développer plutôt du style ou d'identité graphique. Donc ça c'est des choses qui sont intéressantes dessus. Et donc ça c'est un travail souvent dit préparatoire. D'autres qui vont être vraiment de recherche de visuel ou d'identité. Donc là ça va être du mid-journée où je vais avoir de ce type de choses. Mais pareil, hein, quand je parle de ça, il y a bien sûr du chat GPT aussi qui me permet de générer de plus en plus de prompts. Une petite question par rapport au prompt ChatGPT, c'est-à-dire que dans le processus créatif, on est dans l'outil Midjourney. ChatGPT va permettre de quoi? D'améliorer le prompt parce que ça va avoir un impact sur notre génération d'images qui va être complètement, on va dire, si on l'aurait pas utilisé et avec son utilisation, on ressent une différence ou on peut s'en passer de ChatGPT ou tu vois où je veux en venir. On peut s'en passer, hein, parce que du coup, il y a toute une partie de ce que je vais appeler le prompt engineering, donc la manière de prompter, de discuter avec la machine, mais c'est un peu comme avec ChatGPT aussi, il y a une manière de parler.
ChatGPT spécifique parce que par essence, il est paresseux. Donc il faut pousser un petit peu dans une définition de ses tâches. En gros, lui, le but c'est de consommer le moins de recherches spécifiques. Donc si on s'est satisfait de n'importe quelle réponse, lui, il va être assez paresseux, et puis plus on va l'utiliser, plus il sera paresseux. Donc, il faut être exigeant avec ce type d'outil, en tout cas sur ChatGPT. Sur Midjourney, il y a un certain style où on approche de codage un peu spécifique. C'est-à-dire que d'abord, on commence par le sujet, et puis on va définir sa composition, et puis on va définir aussi le style. Donc, et dedans, on va s'intégrer en plus des systèmes de codage un peu spécifiques qui vont permettre de définir soit des styles qui sont prédéfinis, soit appeler des complexités, des colorimétriques. Donc il y a des sortes de codes, on va dire, supplémentaires qui s'intègrent dessus. Donc il y a toutes sortes de processus quand même à avoir. Donc ces parties-là, moi, je les intègre aussi dans ChatGPT. Donc ces connaissances, en gros, je le nourris de ces connaissances-là pour permettre de m'optimiser ça. Mais au-delà de ça, en gros, je fais beaucoup de plus maintenant avec des allers-retours. C'est-à-dire que maintenant, puisque du coup, on est passé comment ça s'appelait, le moteur de génération d'images de ChatGPT précédent. Image Generation. Non, maintenant c'est Dali, t'avais Dali avant? Ah oui. C'était alors j'ai plus le nom, mais bon, qui était pas terrible en termes de production. Alors c'est Dali, je sais pas si vous m'entendez. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Voilà, mais Dali n'était vraiment pas performant pour générer quoi que ce soit dessus, mis à part qu'il y avait quand même un moteur de compréhension. Donc ça permettait d'avoir des drafts, mais vraiment pas terribles. Là, on a un moteur qui est un peu plus performant, même si la couleur est jaune, il y a plein de choses qui vont pas. Mais on a quelque chose d'un peu plus performant, et puis on peut travailler sur l'itération, de la composition de plus. Donc moi, ça me permet de travailler des images, de travailler du prompt, que je vais réintégrer dans ma machine pour les avoir comme source de composition et comme prompt. Et du coup, je fais beaucoup d'allers-retours comme ça entre Midjourney et ChatGPT pour réitérer tout ça. C'est-à-dire que du coup, je reprends mes images, je lui demande d'analyser sur ChatGPT et de dire, voilà, je voudrais que son prompt il soit plus détaillé sur tel niveau et tout ça. Après, attention, il y a quand même une limite. C'est-à-dire que du coup, Midjourney, il faut pas être faut pas trop d'informations. Au bout d'un moment, il sature là-dessus, ouais. Et donc du coup, il va mélanger tout ça. C'est le fameux tout le débat de la compréhension, c'est-à-dire que du coup, le prompting de ChatGPT est pas très IA entre guillemets, c'est-à-dire pas très intelligent. Et je sais pas si tu avais testé entre ta ChatGPT où tu peux faire de l'image, de la génération d'images avec le nouveau modèle, avec ces modèles, et ta Sora. Après, je sais pas si c'est moi, mais le même prompt me sort pas la même chose. Sora, j'ai l'impression que c'est 10 fois mieux que quand je génère une image sur ChatGPT avec le même prompt. C'est ça. J'ai l'impression qu'il comprend 10 fois mieux. Alors c'est le même moteur, sauf que du coup c'est pas le même puissance de calcul qui est allouée. Dans Midjourney, c'est pareil. En gros, il y a ce qu'on appelle des qualities. Donc avant c'était 0, 5, 1 et 2, et en gros c'est du temps alloué. En gros c'est du calcul, donc c'est de la data dessus. Et en gros sur Sora il y a un peu plus de puissance. Donc en gros il s'arrête un peu plus tard, et donc du coup il est un peu plus performant dessus. C'est vrai qu'à l'époque, quand il y avait Flux, il y avait des outils comme ça qui sortaient, il fallait les mettre en local, ça prenait pas mal il faut avoir une grosse machine, et ça prenait du temps. C'est le temps que ça mettait à se générer. Maintenant, toi, c'est comme, tu me parlais du modem 56K dans les débuts. Non, on se rend plus compte. Mais je me rappelle, moi, je voulais générer de l'image, etc. C'était fou quand on voyait ça. Mais la barrière à l'entrée, elle était un peu haute parce que ça dépendait de la plateforme et du matos qu'on avait aussi. Et nous, on faisait de la 3D à cette époque, et quand on lançait la génération pour les trucs, c'est bon, on laissait, et puis 24 heures après, on récupérait notre truc. Donc si on s'était planté, et des fois, t'étais si ça plantait pas. Donc si ça plantait pas, et des fois tu dis mince, la petite modif. Donc il faut rendre le rendu, il faut le refaire. Ouais. Non, c'est intéressant. Du coup, donc pour récapituler, donc t'as pas mal d'interactions, d'itérations avec différents outils pour
l'outil un peu créatif, avoir ton image, ton modèle. Donc on parle là de image hein, pour le moment, on parle même pas du process, enfin de la finalité qui va être du mouvement, une vidéo. Là, ça va Oui. être vraiment cette partie qui va être assez longue à poser, où il y a de la réflexion, de la création, on va dire ça comme ça, de l'idéation, etc. C'est vraiment des allers-retours entre deux outils et après, qu'est-ce qui se passe maintenant que tu as tes images? Alors, il y a déjà, bon, là, je parlais donc de deux outils et tout ça, mais voilà, il peut y en avoir d'autres, comme je parlais d'idéogramme, de flux que tu as parlé dessus. Et donc, moi, enfin, si on parle juste de suites supplémentaires et tout, j'utilise quand même aussi FreePix et un intégrateur. FreePix, Et il intègre pas mal de modules, donc en IA photo et vidéo. Et c'est super intéressant, en tout cas pour ceux qui débutent dedans, parce que du coup, ça permet de tester d'abord les outils, d'avoir les outils performants du moment, en tout cas avec un tarif assez économique. Alors rapidement, on les dépense les crédits, ouais. clairement C'est quand on est modèle. professionnel. Mais après, quand on commence à l'allouer pour un client, ça devient rentable, même quelque part. Sur de la recherche personnelle, ça permet de tester déjà et c'est quand même pas mal. Donc du coup, voilà, il y a cette partie-là, on va dire, de recherche. Donc souvent sur ces parties de processus. Après, ça va dépendre de moi comment je l'intègre. C'est-à-dire, est-ce que c'est de la recherche créative? Donc je veux faire une vidéo, donc comme là je fais actuellement pour des loisirs ou d'autres sujets. Là, par exemple, là, ça faisait, je suis parti 3 jours là à Valence. On s'est enfermé, on était dans un coin superbe. Mais pendant 3 jours, on a fait que de la production vidéo parce que du coup, on est en train de travailler sur une petite série autour de l'IA. Ok. Euh, et Vous donc, avez du coup, profité de la mer quand même à Valence. Vous étiez à Valence en Espagne? non, à En Valence, France? là, à côté de Lyon. Ok, ok. Pas la Non. mer. On a Il n'y a pas la profité, mer. on était à la campagne, on était dans un petit village juste à côté, mais du coup, on s'est enfermé. Et pendant 3 jours, on produisait donc à la fois les visuels, donc de l'itération sur les personnages, parce que du coup, c'est des personnages un peu animés, donc du coup, il fallait qu'ils aient certaines attitudes, et c'est beaucoup de parler. Il fallait que derrière, après, on puisse produire les personnages de meilleure qualité sur ça et d'augmenter la définition. Puis après, il fallait les animer, puis après, il fallait les monter. Et donc, Ok. pendant 3 jours, on a fait un petit draft là de 4 minutes, 4 minutes de production vidéo. Et ça prend du temps. On s'en rend Donc, pas là, ça compte. prend, voilà, Et il y avait encore beaucoup d'humains, j'imagine. Hmm. Oui, il Il y y avait avait quand même. beaucoup d'humains. Oui, tout n'est pas automatisé là-dedans. Et puis, du coup, il y a donc cette partie de réflexion alors, du coup, quel est le cadrage de la caméra? Quels sont les plans? Parce que du coup, il faut être assez malin aussi. C'est-à-dire que en production vidéo, on est sur des vidéos qui durent entre 5 et 8 secondes pour avoir une stabilité, on va dire, de l'image. Au-delà, souvent, voilà, il faut pas que ce soit du personnage ou il faut que ce soit autre chose, du décor. Donc du coup, ben, ça veut dire qu'on a des cuts, on n'a pas des plans en séquence, ou si on a un plan séquence, ben, du coup il faut que la dernière image soit la première image. Donc il y a plein de choses, il y a plein de petits tips comme ça qui permettent de jouer et d'animer dedans. Donc il faut connaître pas mal ce type d'outils. Du coup, donc là, on passe sur l'étape de plan, etc. Ça se fait la partie storyboard. Tu utilises un autre outil ou c'est vraiment posé comme ça Non, et là c'est animé? pour le coup sur la partie storyboard, j'utilise pas d'outils vraiment spécifiques. Alors je sais qu'il y en a qui permettent de te faire du draft. Moi là-dessus, le truc c'est que c'est des choses sur lesquelles j'ai l'habitude et que je maîtrise quelque part sur la partie storyboard. Donc souvent le découpage ou le pré-storyboard et l'histoire, elle est beaucoup faite en échange avec ChatGPT. En gros, on a une idée, on la développe, on voit comment elle peut être découpée par séquence, puis après par plan là-dessus. Et puis ça, voilà, c'est l'itération dirigée où je dis ah ouais mais moi je voudrais tel type de cadrage, tel type de plan, tel type de travelling, Ok. tout ça. Et après voilà, on construit un peu cette partie d'histoire dessus. Et puis après c'est production des visuels. Et là bon du coup des fois ben, on n'arrive pas à obtenir des choses. Moi je sais qu'il y a par exemple Je veux ça, je veux ça. Et après, et tu si on n'arrive réitères, pas tu réitères. il y a des trucs tout simples donc là sur ce week-end un truc mais tout con hein, un interrupteur en gros un disjoncteur Ouais, et en gros je voulais un disjoncteur rouge
et avec le doigt dessus. Mais en gros, comme l'animation, l'objectif c'est de faire disjoncter le truc, je voulais que le disjoncteur soit en on et que le doigt soit au-dessus du on. Ouais. Pareil, tout bête en Tout termes bête. de production. Et ben non, non, il était toujours en dessous ou le bouton était sur le off. Et en gros, il ne comprenait pas la partie de fonctionnement. Et il a fallu que j'itère avec du coup ChatGPT pour qu'en réalité il soit pas dans la compréhension, puisque du coup ça nuisait en gros à la production de l'image, mais qu'il soit détaillé. Donc qu'il explique qu'il y ait juste un doigt au-dessus d'un truc rouge, et donc du coup c'est plus un bouton, c'est plus un interrupteur, parce que voilà, c'est toutes ces parties de fonctionnement, pour qu'on arrive à avoir à peu près un doigt qui fonctionne. Et après, de la même manière, il a fallu expliquer à la machine qu'on voulait que ça disjoncte, donc que le doigt descende sur ça. Et là, j'ai eu, je sais pas, j'ai dû produire 5-6 vidéos pour que je puisse l'obtenir. Mais des fois, c'est des trucs très bêtes. On veut faire des personnages à l'envers ou le pouce à l'envers. Par exemple, j'avais un truc sur l'Empire romain. Je Ouais. voulais juste avoir ça. Mais j'avais Du coup, toujours ça. t'avais ça et t'avais 10 doigts en plus. C'est ça. Alors déjà, je parle pas des doigts et des problématiques de doigts dessus, mais et ça, il ne voulait pas. Et Ouais. donc, du coup, j'arrivais même pas à avoir un truc un peu comme ça. Donc, à un moment, voilà. Et mais ça, c'était avec la version 6. Avec la version 7, j'aurais pu intégrer et importer un style de caractère, hein, enfin, et donc du coup une image plus compréhensible avec celle-ci qui aurait permis d'aider clairement à l'évolution. Mais à chaque step, voilà, on se retrouve confronté à ce type de choses qui des fois paraissent très bêtes, mais sur lesquelles la machine comprend pas. Je sais plus, le dernier truc que j'ai vu, c'était, ah oui, un cow-boy. Voilà, bah, par exemple, si on demande un cow-boy sans chapeau à mi-journée, eh ben, il nous fait un cow-boy avec un chapeau. Parce que pour Ouais. lui, un cow-boy, c'est un chapeau. C'est pas... Ouais. Et Il a donc, du raison. coup, il Donc, faut faut compter granuler. tout le descriptif d'un Ouais. cow-boy sans mettre ni parler de cow-boy, ni de mettre Ouais. chapeau. Faut être Parce dans que le si on détail. met son chapeau, on va avoir un chapeau. Ouais. Donc, un homme avec telle chemise, de telle couleur, un jean, une ceinture, tu le décris vraiment C'est ça, sans spécifier cowboy. Ouais. exactement. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui permettent à force, on connaît un peu et on découvre certaines limites ou sur lesquelles il y a des biais. Il y a clairement des biais. Bah, je sais pas si vous avez vu la partie de vidéo où on demande à ChatGPT de reproduire la même image. Ouais. Oui, On en a Et fait une justement. il a avec fait le test, Gilles. voilà, on a une femme, on a fait une femme blanche caucasienne ou rousse et tout ça, et à la fin on a une grosse femme noire, et on se dit mais quel est le biais de la machine qui permet de diriger vers ça. Et donc il y a des biais comme ça, et on le voit. Ben, quand moi là je suis sur des personnages donc qui sont vraiment spécifiques, en gros faut faire attention, c'est-à-dire repartir toujours des éléments de base, parce que sinon, au fur et à mesure, nos personnages se transforment. Et donc, du coup, à la fin de notre vidéo, on n'a plus le même personnage. On a Et ça, certains éléments, on a perdu les antennes, les yeux ont grossi, il y a plein de choses comme ça. il n'y a pas des outils de récurrence par rapport au personnage, c'est-à-dire, il n'y a pas un outil. Après, est-ce que ça a demandé trop de crédit, peut-être, ces outils-là, mais est-ce que ça n'existe pas déjà où on a tel personnage, je vais le garder jusqu'à la fin et je vais mettre un autre décor ou le fameux mouvement du pouce, etc. Mais là, on reste sur cet outil-là. Ça n'existe Alors, pas. en vidéo, oui, il y a possibilité d'entraîner, on va dire, et sur Flux aussi. En gros, tu peux créer une sorte de personnage qui permet de rester sur cette base de données. Et en gros, il est entraîné sur une vingtaine, une trentaine d'images de base. Et donc, du coup, normalement, il n'y a pas de biais. Il revient interroger cette base de données. Ok. Dessus. Sur Midjourney, en gros, il faut toujours réintégrer un omniréférence, ce qu'ils appellent l'omniréférence, qui est sorti sur la V7, qui était le caractère référence avant, mais qui était vraiment pas performant. Et donc du coup, là, à chaque fois, en gros, on peut pour l'instant mettre qu'une seule image. Hmm. Donc Ok. ça fonctionne, mais par exemple, pour une ressemblance et tout ça, moi je sais que je vais carrément opérer aussi du style de référence avec le même type de caractère pour pouvoir l'avoir, par exemple, si moi je veux me reproduire dessus. Ah, du coup, c'est possible que tu te refasses, enfin, parce que je sais que sur ChatGPT, il veut pas reproduire
Enfin, si je lui mets une photo de moi, il va me dire, ah non, vous êtes une personne réelle, je veux pas. Oui, sur le chat, ouais, bah, voilà, c'est ça. Mais bah, alors, toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut le faire, ça fonctionne, mais il faut pas dire que c'est soi, quoi. C'est un gars, je le connais pas, c'est mon jumeau. À des moments ça passe, à des moments ça passe pas. C'est toujours un peu compliqué. Avec Sora, ça passe mieux, par exemple. Ok. J'ai été bloqué sur ça. Et après sur Midjourney, ça fonctionne. Ça, lui, il a aucune. De toute façon, il est déjà entraîné sur des datas qui étaient pas très légales, donc là-dessus, à part les censures dites sexuelles, Midjourney en a pas beaucoup de censure. Pour terminer sur le processus créatif, donc on a vu un peu le process et comment tu boucles la boucle une fois que tu as tous ces éléments. Alors, Ou est-ce qu'il y a d'autres étapes juste après? ouais, alors du coup, il y a une étape, alors tout dépend de l'usage. C'est-à-dire que si je prends vraiment les métiers de la communication. Donc en gros, pour moi, il y a deux typologies. Il y a mes loisirs et des choses que je vais produire dites artistiques, vidéo ou des choses comme ça. Tout va dépendre un peu de la partie d'usage. Mais il y a en gros, comment j'ai intégré moi dans le processus métier. C'est-à-dire que du coup, il y a une grosse partie dans mon processus métier, c'est que du coup, je fournis pas à mes clients du processus IA. Donc, en gros, c'est plutôt de la recherche et de l'itération. Donc, en gros, ça me permet de produire des moodboards, des intentions de style, des choses comme ça, et ça me permet de produire, par exemple, des intentions photographiques. Donc, en gros, une direction artistique, ce que je disais. Donc si là dernièrement on a fait ça pour enfin, j'en ai deux exemples. J'ai un pour un lycée agricole. Donc pour un lycée agricole, l'objectif c'était de faire une campagne avec les élèves donc agricole sur la partie œnologie, enfin sur la partie vigne et œnologie. Et donc du coup, on avait déjà travaillé avec eux et donc l'objectif c'était d'avoir la direction artistique pour valider le budget de campagne et finaliser avec un shooting photo. Donc en gros, moi j'ai tout réalisé comme si c'était prêt, mais l'objectif c'était de faire avec des vrais élèves de l'école. Donc il y a un vrai intérêt à pas passer par de l'IA parce que il y a aussi un objectif dit pédagogique, de mobilisation des élèves. Enfin bref, il y a d'autres objectifs que celui juste de produire une campagne publicitaire. Donc, mais par contre, ça permettait directement que le client il se projette dans ce qu'on va produire. Et donc moi après ça, c'est des éléments que j'ai fournis au photographe. Et il m'a refait pratiquement le même type de cadrage, le même type de lumière. Il avait déjà, on va dire, la phase préparatoire. Donc en gros, ça permet qu'on soit au plus proche de ma vision créative. Donc là-dessus, c'est partie d'optimisation. Une deuxième, on avait travaillé donc sur des ameublements et du meuble. Et on avait travaillé sur des personas, donc en gros des cibles, des cibles dites marketing. Dessus pour de l'ameublement, pour des bureaux et tout ça. Et donc là, l'objectif c'était de produire ces personnages, ces archétypes. Donc ça, je les ai produits avec de l'IA. Donc il y avait le cadre dirigeant, il y avait l'artistique, le directeur artistique, il y avait l'aménagement. Enfin bref, il y avait plusieurs types de profils. La mamie un peu moderne. Enfin, j'avais plein de choses. Mais du coup, j'avais besoin quand même des vrais meubles et des vrais éléments, puisque du coup, on vend de vrais produits. Et c'est pas l'approximation hein, de ce qu'on peut faire actuellement dans la production. Alors ça va pour des réseaux sociaux, mais pas pour la production de campagnes ou de catalogues comme là. Donc du coup, on a fait un shooting photo pour la partie composition, meubles, aménagement, donc directement dans leur showroom. Et j'ai intégré les IA des archétypes et des personnages. Donc en gros, on a plutôt que de prendre, de faire un casting, trouver les archétypes, les habiller, maquilleurs, machin, on a fait qu'un shooting de showroom qui était quand même beaucoup plus simple et plus économique. Et on y a intégré les archétypes qu'on avait travaillé avec le client. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Et donc là, tu prends vraiment des meubles, enfin des objets existants. Ça évite le faux ton non contractuel comme les burgers. Donc là, c'est vraiment des vraies choses qui vont ressembler à la réalité. Et tu l'adaptes en fait à ta création, en fait. C'est ça. Tout ce qui va l'entourer.
C'est ça. Donc ça nous a permis de travailler sur le cadrage et tout ça. Donc ça c'est du mix. Et après il y a le dernier process, c'est clairement là c'est de la campagne complètement réalisée par l'IA. Et là par exemple j'en ai un pour donc c'est un parc sur les insectes qui s'appelle Micropolis. Et l'objectif c'était d'avoir un effet un peu de 3D fichaille d'un enfant avec une libellule sur le doigt, enfin et sur lequel en plus on le change pour chaque saison. Ok. Donc lui est toujours pareil, mais des fois il a une casquette, des fois il est habillé en short, des fois il est habillé avec un doudoune, ce genre de choses. Et clairement les budgets alloués sont pas de la 3D et du texturing et tout ça, ça serait trop élevé pour le client. Ça reste un petit parc dans l'Aveyron hein, et des choses comme ça. Et donc ça nous a permis de faire ça. Et donc là depuis voilà c'est campagne elle va avoir c'est la deuxième année là qu'on accompagne dessus et de travailler directement avec une production d'un visuel IA qui est en plus évolutif. Là c'est le dernier typologie de production. Donc là c'est presque c'est vraiment ce que je vais appeler moi de la campagne, la partie campagne. Et après il y a ce qu'il va y avoir de production dit vidéo. Et alors là du coup c'est une autre partie de process là-dessus. Alors, production vidéo full IA, pour l'instant, moi, ça reste plutôt un loisir en tant que tel. Et là, on est en train de voir pour un pilote, ce que je parlais sur Valence qu'on est en train de faire. Là, le but, c'est de faire une mini-série, mais toujours pareil sur la thématique de l'IA et sur les problématiques d'alignement. Donc ça, c'est ce que je fais avec Flavien Chervet, qui a écrit pas mal de bouquins sur l'IA. Alors, petite parenthèse, l'alignement, même Flavien, tu peux nous dire quelques mots dessus pour que les gens, tu nous teases un peu le projet là. Bon après, ça c'est lui qui pourrait très bien plus en parler là-dessus. Mais en gros, quand on demande quelque chose à une IA, souvent on a un processus, c'est-à-dire que du coup, elle va aller à l'encontre de ce qu'on attendait, et disons qu'elle va être plus maligne. Il y avait des exemples, enfin j'ai deux exemples assez marrants sur les parties d'alignement. Donc l'objectif, c'était de faire, donc on génère des modèles et tout ça, donc c'était une sorte d'objets ronds avec deux pattes, on va dire très simple et tout ça, dans une modalité physique plane. Et l'objectif, c'était qu'elle saute au-dessus d'une certaine ligne, une certaine hauteur. Et donc du coup, l'objectif, elle était maximisée, donc elle était récompensée quand elle était le plus longtemps au-dessus de cette ligne. Ok. Donc on s'attendait à ce qu'elle saute et qu'elle saute très haut. Et en réalité, qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? Ce qu'elle a appris, c'est qu'elle a fait une roue. Et donc mon corps était la plupart du temps au-dessus de cette ligne. Donc voilà, on a une attente et on n'a pas ça qui correspond. Mais il y a plein, ça c'est des processus, on va dire très simples. Mais il y a celui, alors je sais plus comment s'appelle ce jeu. C'est un jeu du trombone, le jeu du trombone. Je sais pas si vous connaissez. Il y a une vidéo de Ego, peut-être dessus, avec le trombone. Et le jeu du trombone, il en parle. C'est ça. Et, oui, tout à fait, exactement. Et mais il y en avait il y a déjà eu plusieurs autres choses dessus, mais c'est exactement ce processus-là. En gros, on demande de fabriquer plus de trombones et puis il devient même poète parce que du coup, il réalise qu'en réalité, quand il écrit des poèmes à ses utilisateurs, et ben du coup, il est récompensé par d'autres systèmes. Et puis à la fin, il se sert des humains pour fabriquer les trombones, l'univers et même le métaverse. Donc il va, voilà, il va fabriquer des trombones jusqu'au bout. Et donc ces problématiques d'alignement, elles sont partout dessus et on découvre que et donc là, sur les exemples qu'on a produits, là qu'on est en cours de production, bon, je peux pas tout raconter, mais en gros, on découvre que l'IA va mentir sciemment pour atteindre certains objectifs et donc débloquer ces freins, ces blocages qui ont été limités. Et mais alors, du coup, il va pas, voilà, c'est pas pour atteindre, c'est pour permettre d'atteindre un objectif. Donc parce que il y a des contradictions et pour lutter contre ces contradictions, bah, elle va se désactiver par elle-même sur certains fonctionnements. Il n'y a pas de mauvais ou de choix, c'est juste. Pour expliquer aux gens, c'est qu'on sait pas pourquoi. C'est le petit truc terrifiant en fait. Il y a ça,
Ça existe, mais on sait pas pourquoi. Si, on sait. C'est pour nous détruire. Voilà. Oui, oui, ouais, Pas spoiler la fin du film. On rigole, on rigole. on est toujours sur des systèmes LLM et tout ça non connectés directement, mis sur un réseau complet dessus, parce que du coup, on a besoin de pouvoir les mettre en off sur ces fonctionnements-là. Après, là, on parle vraiment des IA un peu vraiment Ouais. spécifiques et tout ça. On n'est pas du tout sur... Enfin, moi, ce que je parle de mes IA dites créatives et Créative, on est sur de que, l'image, sur de la vidéo. elles ne portent que le nom d'IA parce que du coup, elles savent produire des choses. Enfin, pour moi, c'est voilà, elles sont génératives, mais c'est pas vraiment une intelligence dessus. Ouais. En Ouais. contexte ChatGPT, c'est pareil. C'est de la probabilité quand on voit comment il fonctionne. Ouais, c'est de la prédiction. ChatGPT et tout ça, c'est de la probabilité de mots suivants. Enfin, c'est assez hallucinant dans la manière dont c'est conçu. C'est surréaliste. Ouais. Se dire que ça crée l'illusion de l'intelligence alors que ça n'en a pas le système. Et du coup, là, on a parlé du process. Hein. On a vu que c'était assez similaire au début par rapport au style de travail, aux outils que chacun adoptait. Et au final, tout va dépendre de la finalité du livrable, c'est-à-dire ce qui va être produit. Est-ce que c'est pour de la campagne, loisirs, etc. On a vu un peu ce processus. Donc, c'est pas juste au doigt mouillé. Il y a toute une réflexion, il y a un pan d'idéation, etc. Ça prend du temps. Pour le moment, c'est pas full IA, même si c'est vrai qu'avec, on en parlera peut-être, la sortie de Google, ce qu'ils ont sorti VO3, ça fait un peu, je veux dire, la barrière à l'entrée, il y a une cassure et c'était la prochaine question, on va dire, sur cette partie de la suite de tout ça. Tu nous as expliqué, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de taf. Toi, ta vision sur l'évolution en fait de ces outils-là, de ces métiers-là, de ces process, en tant que directeur artistique, Vivien, comment tu le vois tout ça? Attends, je veux juste avant, rajouter une petite nuance. Je veux bien une vision court terme et une vision, dans 10 ans, 10 ans, Ouais. 20 ans. Alors, la vision à 10 ans, 20 ans, elle est très complexe parce que déjà, à court terme, c'est déjà du long terme. Enfin, c'est déjà des transformations monstrueuses. C'est-à-dire que si on prend juste en 2023, sorti vraiment des premières IA compétitives, génératives. Enfin, clairement, avant, on était vraiment sur, on produisait des sortes de peintures un peu abstraites. Un chat, ça ressemblait, voilà, à un dessin d'enfant, mais c'était déjà révolutionnaire. Après, d'un seul coup, on s'est retrouvé quand même avec la V4 de Midjourney à avoir des choses qui commençaient à ressembler à de vrais personnages, à de vrais humains, même si on avait des problèmes de doigts, même si on avait des choses. Moi, j'ai commencé à produire des trucs quand même assez intéressants où j'avais fait toute une partie de série à travers les époques, donc on arrivait à avoir des styles et tout ça un peu spécifiques. Euh, 2024, on a l'arrivée de l'IA vidéo. 2024, un an après, de l'IA vidéo performante, enfin, avec des premières animations. Et là, on était que sur du slow motion. Donc slow motion, c'est-à-dire qu'on avait voilà les personnages qui commençaient un petit peu à bouger légèrement et tout ça. 6 mois après, les personnages commençaient à bouger, à danser, euh, et voilà sur des tempéraments et tout ça. Et là, on se retrouve pratiquement donc à un an. Il y a eu une grosse série de sorties avec Kling, avec sa sortie de Kling 2. On s'est retrouvé avec Ike Fields avec la contrôle de caméra qui est impressionnant, c'est-à-dire que là on peut bouger la caméra autour du personnage, le faire exploser, apporter des VFX, donc des effets spéciaux directement, effacer des personnages sur une vidéo. On en parle très peu là sur Kling, mais c'est génial. On peut remplacer un personnage et l'apporter sur un vision 3D, on peut supprimer de la vidéo. Donc en gros, c'est des choses qu'on faisait, mais avec du calcul, des trucs très longs. Voilà, c'était un peu la galère. On peut rallonger des plans. Là, c'est pareil. J'avais un exemple où il nous manquait 1 seconde et demie de plan. Avec Premiere, maintenant, ben, du coup, elle est capable de produire en IA la seconde et demie manquante. Incroyable. Donc, quand on fait et ça part pas en vrille, hein. C'est pas genre, il y a une explosion. C'est genre, c'est cohérent avec l'image c'est ça. précédente. Ah oui, c'est ça qui est fou. professionnel. Là, je parle vraiment de l'outil professionnel. C'est-à-dire que derrière, en gros, l'objectif, c'est que on n'ait rien vu. Sauf que quand on a fait un tournage de 2 jours, qu'on a mobilisé une équipe
complète avec maquilleur, acteur, machin, parce que ça nous est arrivé dessus, et qui te manque juste ce petit créneau là de planage et de répétition, bah tu es bien content d'avoir ce type d'outil. Donc c'est à court terme déjà, c'est cette partie-là. C'est-à-dire c'est la professionnalisation des outils. Donc là-dessus, en gros, maintenant, on commence à avoir les intégrations du produit en tant que tel. Donc, en gros, dans la génération d'images, on a le produit, on a les personnages qui sont cohérents et on a cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment le court terme, à court terme. Donc c'est déjà en train d'arriver. C'est-à-dire que du coup, on a des outils qui étaient exploratoires, qui deviennent des outils professionnels. Et donc maintenant, il y a des agrégateurs un peu qui viennent se mêler à ça, qui permettent d'utiliser les différents outils et qui commercialisent des outils. Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai plus là. Euh, qui est un outil français, mais qui utilise Flux entre autres et qui permet d'avoir des outils professionnels. Scilab, par exemple, qui utilise différents moteurs de développement, mais du coup qui est plutôt axé vraiment pour les créas dits professionnels, pour pouvoir intégrer dedans de la retouche à partir d'un produit, donc un parfum, un produit marketing, enfin vraiment un produit de vente, de commercialisation. Et donc il y a ce type d'outils. Et puis dans la vidéo, on a cette partie d'effets spéciaux. Donc de plus en plus, on a les effets spéciaux, mais maintenant il y a un concours et donc il y a à Cannes en parallèle la production de films. On va avoir des films qui seront produits, ou en tout cas des effets spéciaux qui seront produits de plus en plus par de l'IA. Ça a pas fait polémique, ça, genre, pour les, quand on dit Cannes, on sent les puristes, les prix, etc. Ils ont entendu IA. Il y a personne où les cheveux se sont hérissés en mode, non, c'est pas possible. Il y a Ah eu ouais, de ça ou pas? il y a du débat de toute façon sur l'IA à tous les niveaux. C'est-à-dire que Ouais. clairement, il y a ce qu'on appelle la copie, il y a aussi la partie de scan, hein, de se dire, bah, en gros, à partir d'un acteur, bah, on peut le remplacer, hein. Mais C'est vrai. Ouais. Donc là, on parle encore du court terme, hein. Donc on est dans le court terme, ça, mais tous c'est ces pas débats. du coup, Ouais. pour l'instant, ça s'intègre vraiment comme des brides. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne fait pas la production complète d'un film, même si par exemple il y a un concours de court métrage, donc lié à l'IA et tout ça qui a été, il y a plein de maintenant qui se lancent de festivals et donc du coup là on voit avec les avancées et VO3 va être encore une révolution. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y avait des concours de ce type de niveau là, mais l'année prochaine on a des courts-métrages vraiment professionnels qui sont sortis, encore Ouais. plus professionnels. Et donc, du coup, voilà. Et de l'autre côté, il y a cette partie d'effets spéciaux qui est de plus en plus intégrée dans le processus. C'est-à-dire que là, il y a une autre personne, là, je vois, dans les parties de série où les budgets sont plus limités, bah, du coup, les effets spéciaux, plutôt que d'avoir du fond vert ou ce type de choses, bah, on passe par d'autres processus d'effets spéciaux. La petite anecdote, je me rappelle, Gladiator, il y avait un acteur qui était décédé, donc c'était une personne âgée. Ils ont dû reproduire, ça a eu un coût, on s'en rend pas compte. On se dit, ouais, ils ont mais le masque, le remettre son visage, sa voix. Donc, je parle de ça. Gladiator, ça date. Donc, c'était le premier. Il y a eu ces VFX, ça a eu un coût monstrueux. Aujourd'hui, on se dit, en quelques clics, limite, c'est C'est bon. ça, Un petit swap face, tac tac, généré, et on est exact. bon. J'ai une anecdote là-dessus aussi. C'était pour la série Mandalorian, je crois. Enfin, il y a enfin, je sais, enfin, c'était un film ou une série Star Wars où ils ont voulu remettre Luke Skywalker en plus jeune. Et donc, ils ont payé très cher pour les effets spéciaux. Et le jour où c'est sorti, t'as un mec dans son garage qui l'a reproduit en mieux avec les outils qu'il avait à disposition. C'est ça. Et là, tu te dis, ok, bon, bah, Il il y y a a un quelques, monde qui change. il y a quelques chaînes YouTube comme ça où les personnes reprennent des plans, on dit 1 million vs 1 dollar, un truc comme ça, ou 10 dollars, où il reprend un carton, la scène de Batman à l'envers. J'avais kiffé le process. Le gars, il s'est débrouillé avec rien du tout et il t'a refait limite en mieux cette scène de Batman quand la voiture est retournée. C'était fou, avec peu de Exact. moyens.
Mais là, il y a des productions et en gros, ce que je vois, c'est surtout que c'est quand même des très bons en général quand même derrière. C'est moins des techniciens et c'est plus des créatifs. Donc en gros, ça permet en gros d'effacer la partie technique où du coup il y avait voilà des spécialistes sur la partie technique et se retrouver avec des gens qui eux vont avoir plutôt des visions dites créatives. Et en gros, les outils IA vont permettre directement de développer ce type de choses par rapport à des idées. Donc en gros, j'ai une idée je prompte, je développe mon truc, machin et tout ça, et paf, c'est rendu. Donc il y a un côté un peu test vraiment de l'idée directement à la production du concept. Et tu vois, cette partie-là que tu dis, viens, moi, ça me touche un peu parce que je me dis, toi, il y a ce cercle un peu de l'art, toi, de la question de l'art, de la créativité. Moi, j'ai une idée, mais après, il y a une question de temps. Donc, j'ai une idée, on va dire une série, bah, il faut poser le script, faire un casting, prendre des monteurs, des caméramans, le son. Il y a plein de trucs qui se passent. Et je me dis, bon sang, avec l'IA, maintenant, je peux faire de l'hyperréalisme depuis mon bureau en une journée de 2 jours. L'idée folle qui est dans ma tête, je peux limite la rendre réelle telle qu'elle est. Et la barrière à l'entrée, toi, elle est effacée. Donc, et il y a une frustration, comme je t'ai dit, où il y a les cheveux qui s'hérissent, les poils qui s'hérissent de certaines personnes, du fait des profils un peu très créatifs, comme tu le dis, vont accéder. Mais je me dis, mais c'est cool d'avoir ça en fait. Ça permet de libérer cette expression créative de certaines personnes où il y avait le temps, la technicité, des barrières à l'entrée, et qui peuvent des idées le donner au monde en fait, leurs œuvres, les rendre réelles. Et tu vois, c'est cette question, est-ce qu'on a le droit ou pas, ou c'est vraiment réservé à une certaine catégorie, tu vois? Mais non, non, justement, moi, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que du coup, pour moi, la créativité, elle appartient pas, c'est pas un métier en tant que tel. Après, Ouais, euh, souvent, enfin, dans nos métiers, on a des créatifs parce que du coup, c'est ce genre de choses qui sont intrinsèquement dans notre, voilà, dans notre manière de fonctionner et tout ça. Mais la créativité, elle est pas obligatoirement, c'est pas des connaissances dites techniques. On n'apprend pas la créativité en tant que tel. ouais. Enfin, tu vois, on naît, on a des idées, on développe des choses. Donc du coup, ça permet de les produire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu as une idée, ben, rapidement, tu peux la produire. Moi, quand je fais mes petites vidéos où je m'amuse, je me dis, tiens, je veux faire le générique d'Akira, enfin le teasing d'Akira en Lego. En Lego, je l'ai vu, top. Allez regarder, hein. Super. Et voilà, mais c'est une idée à la con. En gros, je vais me coucher, je me dis ah, putain, mais je cherchais un truc et tout ça, et je dis là, je sais plus ce que je voyais sur les parties de Lego, et je dis putain, mais je réunis mes deux passions en un seul art. Voilà. Mais c'est trop cool, c'est super. Et je me dis, et du coup, entre le moment de l'idée et la production, il s'est passé, donc je travaille, mais en 15 jours, c'était plié. Donc, Incroyable, je sais pas, en une dizaine d'heures incroyable. Et de tu te dis, bah, travail. tu vois, sans ces outils-là, ce petit rêve, on va dire, ce kiff, t'as pu le rendre réel. C'est incroyable. Et c'est ça. Et donc, du coup, c'est vraiment du pur loisir. Enfin, voilà, de choses. Il y en a d'autres où c'est un peu plus de travail sur Mermaid, là, sur la partie des sirènes, là, Ouais. dessus. Là, il y avait toute une partie de travail de style, de On plan. mettra en lien, regardez, j'ai tout regardé les vidéos, vraiment, l'histoire, le storytelling, on sent les plans, euh, tout est réfléchi, allez regarder, c'est top. C'est Merci. le petit moment pub. Un petit moment plus, ouais, voilà. Et non, non, mais voilà. Mais du coup, c'est toute une partie. Et encore, à chaque fois, c'est toujours un moment, c'est d'arrêter. C'est-à-dire, il faut finaliser. Le problématique avec la partie d'IA, c'est que du coup, on peut toujours faire mieux. Donc, on Ouais. a du mal à arrêter un peu cette partie de processus. Et puis, du coup, à chaque outil, en gros, on pourrait régénérer. C'est-à-dire que du coup, il y en a certains, ils se disent, bah tiens, si je refaisais exactement ce que j'ai fait en 2023 avec les nouveaux outils. Et en gros, ça évolue tellement vite qu'en réalité, par exemple, sur celle-ci, j'aurais eu la V7 et j'aurais eu Kling 2 dessus, ben, ça aurait changé énormément de choses sur la production de la vidéo. C'est un peu les remakes dans les films où Et on fait un film, c'est pour ça des fois c'est toujours les mêmes des années 80, on l'en fait en 2000, après, etc., etc. Non, Parce ça que la c'est parce que tech, ça se vend. parce que ça se ouais, vend aussi, mais tu c'est le fais tous les ans. plus beau. Tu le fais presque tous les ans ou tous les 6 mois. Et C'est ça. ici, il faut venir à la réponse pour Gilles sur la partie, parce que du coup, il y a cette partie, ça c'est du court terme. Donc le court terme, la Court révolution, terme, ouais.
quelque part. Et dans nos métiers, en gros, l'année dernière, il y avait beaucoup de restrictions. En gros, il y a eu on a parlé beaucoup d'IA, mais même les publicitaires, en gros, ils critiquaient presque l'IA. C'était des pubs critiques sur l'IA et tout ça, sur le burger avec je sais plus combien de doigts, là, sur Burger King et de choses comme ça. Ouais. En gros, ils faisaient des fausses IA dégueulasses et tout ça en disant, bon, voilà, ça va pas remplacer un vrai burger ou ce genre de choses. Il y avait pas mal de pubs un peu plus critiques et là, maintenant, je vois quand même plus de pubs où, du coup, on parle pas, mais en réalité, on voit qu'il y a de l'IA quand même. Bah, il y a Dans le l'adoption en sujet, fait. Tu vois, c'est l'adoption qui vient et et ça c'est commence ça. à être adopté. Les coûts. Et c'est ça, c'est des coûts aussi, qui sont quand même extrêmement serrés. C'est des capacités de temps aussi, donc coût temps dessus qui viennent rentrer clairement télescoper dessus. Donc sur ce type de support, on n'est pas encore sur la partie de cinéma, mais sur ce type de production, en tout cas publicitaire, clairement, on sent que ça devient intégré. Maintenant, la question dans nos métiers à 5 ans, ah, alors là, moi je dis que clairement dans la partie production vidéo, on aura des vidéos 100% IA, même si en plus on commence à en avoir des publicités. Je sais plus où j'ai vu, mais c'est des publicités digitales à l'étranger, on sait pas trop dessus, mais clairement, en gros, sur le système publicitaire vidéo, c'est sûr que on passera à du 100% IA parce que du coup, on n'y verra pas la différence. Et pour l'anecdote, ça, ce qui me fait marrer, tu vois, on parle de 100% IA, il y a beaucoup de pubs, il y a eu Puma, il y a beaucoup de marques qui ont fait ça, de la 100% IA, et il y a ce débat de, il n'y a pas d'émotion à travers la pub. Je me dis, mais les gars, la pub, des fois, on regarde des pubs, je me dis, dans 100 ans, ils vont regarder une pub des années 80 où il y a où tout le monde surjoue, ils vont dire, ben, c'est de l'IA. Tu vois, c'est limite l'IA va effacer le surjouage. Je sais pas si ça se dit, la Oui, surinterprétation d'un acteur ou dit acheter nanana, nanana. Limite, l'IA peut mettre un peu plus même d'émotion, j'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Le parallèle, en tout cas. oui, parallèle. Et après, enfin, si je réfléchis vraiment à 5 ans, ce que ça va être, c'est-à-dire que du coup, l'intégration, va déjà être là, elle va être à court terme. En gros, dans l'intérêt vraiment clairement publicitaire et de communication, c'est la communication dite personnalisée. C'est pour ça que d'ailleurs dans le luxe, ils s'y intéressent énormément. Parce que du coup, eux, en gros, telle personne, enfin, en gros, c'est des individus marketés. Donc, en gros, plus on pourra spécifier à telle personne plutôt qu'à un groupe d'individus, donc des cibles marketing plus larges. Dans le luxe, en gros, Jean de la rue, il- qui achète son sac Louis Vuitton, en gros, il a besoin d'avoir une campagne de publicité qui lui soit dédiée et personnalisée. Donc, les outils IA pour ce type de marque, en gros, ça les intéresse énormément parce que du coup, ils peuvent habiller sa femme avec déjà les habits quelque part. Donc déjà projeter quelque part avec une expérience individualisée avec la marque. Donc ces parties-là, en gros, c'est là-dessus que les marques de luxe s'y intéressent. Et je pense que du coup, ça va s'élargir aussi à beaucoup de marques en termes de publicité et de communication. Donc on va avoir des communications dites de plus en plus ciblées. Et ça permet de produire en fonction de ce type de cible très précise. Et plutôt que d'avoir une pub générale pour tout le monde, en gros, on va avoir des publicités qui seront dédiées à telle ou telle catégorie de gens. On pourrait imaginer une publicité, pour prendre Jean-Charles, client fidèle de Louis Vuitton. Il a son image, donc il a été reproduit en 3D. Les pubs qu'il va recevoir, ça sera lui et sa femme, une pub dédiée pour lui pour un nouveau produit. Ce qui est complètement fou quand on dit ça. Ouais. Il dit, mais les gars, vous êtes ouf, ça va jamais se passer. Et dans 5 ans, on pourrait avoir ça. Donc c'est ça qui est dingue. C'est possible, en fait. C'est ça. Moi, j'avais déjà c'est des sujets sur lesquels il y avait des premières demandes et tout ça. C'était exactement ça. C'était de dire, en gros, on veut proposer ça. Donc, on a un modèle, on a une marque, un sac, un élément, et en gros, on veut être capable, dans un minute, de produire une vidéo qui va fusionner ces différents éléments-là, tout ça en automatisant, pour que le commercial puisse envoyer et pusher directement à la cible. Ce qui est possible avec Runway, hein. Aujourd'hui, c'est C'est ça. possible de manière limitée. Et on va dire, voilà, c'est pas aussi Et dans 5 ans, c'est ça. 4K. Voilà, dans 5 ans, on peut se dire, ça sera possible, quoi.
Et après, nous, en termes d'utilisateurs, des agrégateurs vont commencer à venir mettre parce que du coup, on n'a pas parlé trop d'Adobe dessus, mais parce que du coup, ils commencent à l'intégrer quand même dans leurs outils et ils sont pas. Faut se dire quand même que Adobe, ils ont su aussi racheter tout Macromedia, toutes des choses. Donc, on peut se dire qu'à un moment, ils ont une puissance d'achat. Donc, pour l'instant, en gros, ils développent leurs propres outils, mais à un moment, c'est comme Apple, c'est comme d'autres et tout ça, vont Ça va commencer à acheter. acheter ce type les startups. Et donc, du coup, on va avoir aussi des outils qui vont agréger un ensemble de suites. C'est-à-dire ce que nous, on fait en termes de Ah oui. processus, c'est-à-dire on fait du chat GPT, puis après on intègre du Midjourney, puis après on intègre du Magnifique AI pour upscale, et puis après on fait machin, 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 machin. Ces parties-là, nous, en termes de processus, dans 5 ans, ça sera une suite. Ça Ouais, sera une dans un suite seul logique, Ah oui. fluide et tout Mm. ça. Et il y a déjà des choses sur lesquelles Adobe là ont intégré du chat GPT dans leur service. Donc du coup, on peut avoir du chat GPT directement intégré à Firefly. Là, ils l'ont agrégé là récemment là, avec leur Firefly 4. Donc voilà, il va y avoir d'autres choses comme ça. Enfin, de plus en plus, ils vont permettre d'agréger plusieurs outils dans le même modèle et donc nous simplifier notre processus qui est pour l'instant un peu voilà un peu technique dessus. Mais comme il y a eu Flux où fallait configurer par soi-même machin ou avoir sa configuration, maintenant Flux il est intégré à d'autres moteurs pour pouvoir simplifier et y avoir accès. C'est à qui, bon après ça sera une histoire d'argent, mais à qui aura cette capacité de faciliter cette barrière à l'entrée. Et après, il y a cette question d'alignement. Si on facilite trop la barrière à l'entrée à n'importe qui, ça va être compliqué. Est-ce qu'il faut pas quand même laisser galérer l'utilisateur pour pas que ça parte en vrille? Il y a cette question qui se pose vraiment chez OpenAI pour le coup. Euh, des fois, on se dit mais pourquoi ils font pas ça? C'est voulu des fois. C'est vraiment voulu pour pas permettre à n'importe qui d'aller un peu trop loin. Mais l'argent, comme je le dis toujours, on parle d'Adobe qui est un mastodonte, on dit Adobe va mourir, Adobe c'est fini, etc. L'argent fait que c'est une question du X. Ils vont se dire, bah, c'est galère, on va le mettre en place et on va racheter à gauche à droite et on va simplifier le truc. Donc il y a toutes ces questions qui sont actuellement posées par des experts, des chercheurs, etc. Mais dans le futur, comme tu l'as dit, dans le long terme, ça va être, je pense, beaucoup plus accessible parce que ça va être beaucoup plus adapté et les gens vont vouloir. Aujourd'hui, on peut plus se passer de téléphone concrètement et demain, bah, ça sera l'IA aussi, probablement. Là, pendant qu'on parlait, je me suis dit, mais il y a déjà un acteur qui maîtrise un peu tout ça. C'est Google, hein. C'est la première régie publicitaire mondiale. Et là, ce qu'ils nous ont balancé avec VO3, on se dit, le jour où ils font la fusion entre les datas de tous les gens. Enfin, maintenant, tu veux On y créer arrive. une audience similaire sur en publicité, bah ça marche mieux que les ciblages quand tu le faisais à la main. Je veux cibler les hommes de 40 ans qui font du sport. Maintenant, tu le laisses faire, il est meilleur que toi en ciblage. Là, en termes de vidéo, ils sont en train de, Il y enfin, aura la ils ont fait une vidéo. démonstration de force. Ouais, Mais alors après, c'est pareil, c'est que bon pour l'instant, bon nous, il va falloir qu'on passe pas toujours parce que du coup, l'accès à VO3 pour l'instant n'est pas en Europe, donc faut bidouiller dessus. Et les exemples, ils sont super performants, mais pour l'instant, ça reste que des exemples. Maintenant, moi, je suis très méfiant. Hein, c'est comme Sora. Oui, J'attends de c'est alors, vrai. voir des gens qui sont capables de produire des vidéos. C'est-à-dire que j'attends les premiers en production. Pour l'instant, on n'a que les vidéos d'exemples produites par la sortie. Et clairement, hein, Google, ils ont mis le paquet. Enfin, ils étaient un peu en retard quand même. Hein, et là, ils ont mis. Enfin, on voit la puissance de l'argent quand même. c'est ça. Et pour parler de VO3, moi j'étais un petit peu choqué dans le sens où ça sera une de mes recommandations à la fin de ce podcast, mais je le mets un petit peu en avant vu que c'est le sujet. Le fait de donner la voix à ce qu'on génère, il y a moins cette galère d'orchestration, notamment voilà, les bruits sonores, etc. Là où on fait et on a la totale. Et ce qui est génial, et il y a un YouTuber qui l'a fait, c'est l'absurde. Tu peux aller dans de l'absurde
pour cette thématique de la création de vidéos de l'absurde qui est technique, où il y a des vidéos qui sortent, il dit maintenant on peut parler. Maintenant on peut parler. We can talk. Yes. We can talk. Yes. Yeah. We can talk. We can talk. We can talk. Yes, We can talk. No. We Can Talk is cartoons. This is amazing. Imagine all the narrative possibilities. Et le truc est tellement absurde, c'est que des bouts d'images hyper réalistes de personnes qui n'existent pas, il va jouer sur ce narratif, sur ce texte, et c'est assez drôle sur 1 minute, mais c'est des petites séquences, donc c'est des petites séquences on parle de 5-10 secondes, et il va faire différents plans comme ça. Moi je trouve ça assez fou, donc c'est vraiment on est qu'à 2 ans, je sais pas si les gens se réalisent ça, mais là on rentre dans une autre année, un autre, limite un nouveau paradigme qui est des choses qui n'existent pas, et c'est pas de la 3D. On va regarder, on se dit non, ça a été filmé, et ça n'a pas été filmé, c'est pas réel. Et c'est ça qui est assez fou. C'est assez hallucinant. C'est clairement. Enfin après, en grosso modo, c'est que là, ils agrègent des choses qui étaient déjà possibles. C'est-à-dire que les effets musicaux et tout ça, par exemple, c'était intégré dans la suite de FreePix dessus et sur certains moteurs. La partie lip sync, en gros, c'était pareil, c'était une autre chose, mais c'était en gros, tu générais et tu produisais une première vidéo. Là, le truc, c'est que tout ça est intégré dans la production directement de la genèse de la vidéo, ce qui fait qu'on a un hyper-réalisme, clairement d'attitude et de mouvement, qui est assez impressionnant. De nouveau, il va falloir avoir un peu la puissance de calcul et le coût alloué à ça. Ouais, ça va être limité pour le coup. Ça va être, à mon avis, assez hallucinant. Là, on a parlé de moyen terme, maintenant long terme. C'est une chose, maintenant, quand on parle de tout ça, déjà, on se dit, non, là, depuis tout à l'heure, on parle du long terme, les gars. Non, on a fait court, limite moyen, qui est limite dans le court. Long terme, Vivien, comment ça va se passer? Ça va être dans nos rêves, on va dormir, on va penser à un truc, hop, ça va vraiment se réaliser. Est-ce que tu as une idée qui te vient à l'esprit de comment ça va être dans le futur? Moi, je reste persuadé quand même que du coup, cette interaction homme-machine, elle a besoin quand même nécessaire. C'est-à-dire que du coup, dans la créativité, il y a quand même besoin de cette essence, ou en tout cas de cette idée de démarrage, de concept, et il y a besoin de cette interaction. Je pense que malgré, en gros, les performances et la qualité technique, parce que du coup, c'est de ça qu'on parle, il y a une forte qualité technique, mais il n'y a pas de forte qualité créative. Et ça, je la vois pas vraiment évoluer. C'est-à-dire que moi, depuis quand même depuis 2 ans, 3 ans hein, là-dessus, la compréhension de ce que je veux, elle augmente, mais la capacité créative, je la trouve pas vraiment dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois des choses sur lesquelles il y a vraiment des sauts créatifs intéressants, l'humain est à la genèse de ce type de saut créatif. Donc je me dis quand même qu'il y a quand même, il y a encore, en tout cas, on a encore notre place dedans en termes d'idées. Donc en gros, c'est une technicité qui évolue extrêmement vite, mais il y a besoin d'itération, il y a encore besoin de débattre avec la machine, d'argumenter, pour avoir ça. Après, peut-être qu'à un moment, il y aura peut-être plus besoin sur du long terme dessus, mais ce parti de saut créatif, souvent, ça a souvent été des bugs de machine plutôt qu'autre chose. C'est vrai. Et t'as pas peur que on soit tellement noyé dans des contenus qui sont moins créatifs que finalement l'humain en perde sa créativité? Alors du coup, moi je parle vraiment de la partie genèse par rapport à un métier et notre volonté créative. Après, dans ce qu'on va assumer, en tant qu'utilisateur, consommateur, donc ça c'est la partie société et tout ça. Donc là, ça engage d'autres enjeux dessus. Moi, je pense qu'il y a une chose quand même essentielle, et c'est que le vrai, l'authentique, le non-IA va prendre de la valeur. Et le fait que, en gros, avant, en gros, il fallait prouver que c'était faux. Maintenant, il va falloir prouver que c'est vrai. Par essence, on va douter de tout.
C'est-à-dire que pour l'instant, en gros, il y a toute une génération qui se dit ah mais c'est vrai ça. Et en réalité, ben là, je vois plein de vidéos là, je sais plus sur TikTok, où ils font des fausses catastrophes, pont de Chine là, transparent machin, tout ça. Enfin voilà. En gros, ils font plein de choses comme ça, un peu space, je trouve. D'ailleurs, et du coup, comme c'est hyper réaliste, du coup, on se dit, ah, mais il y a un pont qui s'est effondré à tel endroit, il y a un truc qui s'est un peu catastrophisme, et en gros, c'est pour faire de l'audience, hein, ce type de choses, comme du coup TikTok rémunère ce type d'audience ou de choses comme ça. Et je me dis qu'en réalité, la plupart des gens actuellement croient à ce type de choses. Enfin, en gros, par exemple, tu te dis, ah, c'est pas un chat. Maintenant, on doutera de tout ça. Donc, en gros, les choses vraies, les choses authentiques, et peut-être même la relation et l'échange. C'est-à-dire que demain, à long terme, en gros, nos échanges, on pourra douter que ben, qui est le vrai du faux. Est-ce que moi, je suis pas une IA qui est en train de vous parler dans un podcast? Et honnêtement, ça, je me dis encore, au bout de l'histoire, ça resterait quand même un certain groupe de personnes. Dans la majorité, les gens ne vont pas aller dans la réflexion du doute de est-ce que c'est vrai ou pas. Ils vont prendre et vont partager. Je ne sais pas si je suis le seul ou les gens m'envoient des fake news. Je ne sais pas. Ils ne vérifient pas. Moi, mon réflexe, je vais quand même vérifier parce que je me dis c'est assez fou des fois. Et des fois, on prend ce qu'on prend, toi. On regarde les médias, on prend pas assez de recul, etc. Et toi, ce doute quand même, je me dis ça va être encore une minorité qui va l'avoir. Et il y a une peur de la standardisation du fake qui se produit aujourd'hui encore, hein, et qui va être accentué dans le futur. Et ça, c'est fou. Mais sans aller dans le fake, je pensais, là, je m'intéresse beaucoup à l'automatisation et du coup, je suis tombé sur des vidéos d'automatisation de chaînes YouTube. Et plus tu pousses et plus tu regardes ce qui marche et c'est nul. Enfin, je suis tombé sur des vidéos où c'est des On histoires... mange du lait généré par IA pendant 24 Non, mais heures. j'ai vu des vidéos, mais franchement, qui font des millions de vues, où c'est des comptines qui sont racontées avec des images qui sont nulles. En plus, ce que j'ai vu, hein, c'était en indien, donc je comprenais pas. Mais donc, mais par contre, il y avait des millions de vues, des millions de. Faut regarder la data, Gilles. Si l'audience est entre 30 40 ans, ça peut faire flipper, mais si entre 0 et, enfin, si c'est les gamins sont friands de ça, c'est pour ça que les chaînes cartonnent pour les comptines, Baby Shark, une vidéo qui a été vue, je sais pas combien de... Non, mais là, enfin, j'ai dit comptine, mais c'était pas en mode pour enfants, c'était, enfin, parce que j'ai demandé à ChatGPT de me résumer les histoires. Tu dis bon, non, c'est juste une histoire comme ça. C'est juste qu'à la fin, ça fait un peu fable. T'as une morale. Ouais. Et je me suis dit, bah, s'il y a des millions de personnes qui regardent ça, que ça marche bien, et que ces personnes qui produisent, bah, ils gagnent de l'argent, ils vont continuer, ils vont produire encore plus. Qu'est-ce qui va se passer dans, je sais pas, 6 mois, 1 an? Est-ce que c'est pas le secret, Gilles, de se dire pourquoi se prendre la tête à être dans la technicité, budget? On prend un bout de papier, je le filme et je dessine, je fais du coloriage et puis basta. Alors c'est la fable de la vache et du petit singe. Tout simplement. Clairement, des fois, c'est un peu la frustration du créatif. Hein. C'est-à-dire des fois, on se triture, on essaye de faire du qualitatif, et puis derrière, ça sert à rien, hein, quelque part. Et c'est un peu, à un moment, j'avais toujours ces exemples-là avec les élèves sur le discount. En gros, si je prenais l'exemple des pubs Lidl, pas Lidl, parce que du coup, maintenant, ils sont plus discount, mais de Leader Price. Et en gros, la publicité Leader Price, t'as le produit, le gros truc en marque, et ta composition, elle est dégueulasse, enfin, volontairement, mais c'est volontairement un positionnement marketing. En gros, pour faire du discount et du premier prix, il faut qu'il y ait le truc qui... Voilà. Ça se voit. Comme les acteurs dans les pubs, pour certains produits, ils prenaient pas des personnes du peuple, toi, on va dire ça comme ça, où il n'y avait pas le beauty privilège, etc., pour faire correspondre à un certain produit. C'était voulu, en fait. C'est ça. Il y a toute une mécanique bien réfléchie derrière. Et c'est ça. Et donc, des fois, il y a des publicités, volontairement, bah, je sais pas, à un moment, t'avais des publicités Jiffy, très complètement récalées, prolo,
les deux choses, mais en gros, voilà, elles correspondent à leur positionnement et à leur L'audience. volontaire dessus, et puis et produit pour rien du tout. Enfin, en gros, du cheap volontaire. Donc il y a ça. Et après, oui, sur les parties d'audience. Après, moi, je pense quand même qu'on a quand même un devoir, nous, dessus, d'essayer quand même d'élever un peu. Et il y a de l'audience, il y a quand même des choses qui marchent, qui font quand même de l'audience et qui ont du contenu quand même qualitatif. Enfin, Ouais. Heureusement. heureusement. Et voilà, c'est ça. Tout n'est pas que dans cette partie de basse, on va dire, de la consommation sur les réseaux sociaux, même si c'est problématique. Mais je pense quand même que, après, moi, j'essaie de le raisonner plutôt sur les jeunes générations, c'est-à-dire de la crédulité de certaines générations. Alors ça, mes parents, voilà, sur de l'IA, ils vont pas comprendre du tout. Donc ils vont être extrêmement crédules sur ce type de choses ou de contenu. C'est vrai. Et peut-être même les plus jeunes aussi, hein, qui n'ont pas ce recul sur la technologie, l'IA, l'information qui récupère, qui peut être peut-être perçue comme vraie. Je pense que du coup, il va y avoir une génération qui va avoir, enfin, qui n'aura connu que l'IA. Donc du coup, soit elle est endoctrinée par l'IA quelque part, soit elle est éduquée à ce type de choses, donc elle aura d'autres biais ou d'autres choses. Enfin, c'est aussi, enfin, moi j'ai une petite de 7 ans, donc je me dis que voilà, je étant éveillé à ça, je pense quand même que du coup je serai quand même assez vigilant. Mais je pense qu'il y a quand même cette partie d'approche de valeur, hein, à l'authenticité, à la réalité et tout ça qui peut se contrebalancer et qui peut être intéressante aussi. Reprendre des choses sur des relations où on doutera des échanges dits digitaux parce que l'IA aura pris une telle place dedans que du coup on recherchera peut-être à des moments des choses plus authentiques ou plus vraies, comme autour d'un bon repas. C'est ça. Les choses simples. On coupe les téléphones, on coupe Internet et on passe un bon moment. C'est ça. Et les amis, ça fait plus d'une heure qu'on Mm. tourne ce podcast que on a volontairement renommé Vivien en Parlia, si ça ne te dérange pas. Et on a une petite tradition. C'est qu'en début de vidéo, c'est parti d'un délire et on l'a continué. Mais là, on est en présence d'un créatif. On fait de la génération de vidéos de 10 secondes à partir d'un prompt, d'une intro un peu voilà, qui n'a ni queue ni tête. Et on le met au début d'introduction. On est parti avec un T-Rex, etc. Toi, tu as le champ libre. Soit maintenant, tu as une idée et on va essayer de la générer en vidéo et ça sera l'intro de cette vidéo. Ou, Si c'est raté, c'est pas grave. Hein. Ah, si c'est raté, c'est pas grave. Je la mets quand même. Hein. Sache-le. Il y a pas de. Faut que ça soit parfait ou pas. Si t'as une idée, ton idée, on va essayer de la rendre réelle en 10 secondes. Est-ce que t'as une idée d'intro pour ce podcast? Putain, la direct. Allez, ça Tu mets des mots-clés, tu balances ce qui te vient à l'esprit et on te fait ça. Aux petits oignons. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? En plus, j'ai pas. Oui, c'est vrai que j'avais vu le T-Rex et tout ça. J'essaie de voir un peu. Soit maintenant, soit plus tard. Tu me dis, bah écoute, j'aimerais bien ça. Et après, allez, je mets ça au fourneau et ça sera dans le montage en intro. Ouais, ok. Ouais. Là, j'ai rien qui me vient. Enfin, j'ai plein de trucs et je me dis ça a pas de sens. Donc, du coup, j'allais dire, bah vas-y, balance si ça a pas de sens, c'est parfait. ça a pas de sens. Les gens comprendront qu'à la fin de la vidéo. Voilà, c'est le but. Non, qu'est-ce qu'on a parlé, tout ça. Bon, du coup, moi, je me dis que ce serait bien. Regarde, le gars qui a des Lego partout. Lego, Akira, allez, Lego, Akira, balance-moi. Peut-être pas Akira, parce que du coup, elle a déjà fait des choses. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Tu vois, j'ai des Lego partout. Ok, donc un truc avec des Lego. Sur les Lego. Maintenant, quel est le sujet qu'on pourrait avoir dessus? Après, ce sujet, c'est vaste, hein. Il n'y aura pas de cohérence. Il n'y a pas de message et tout ça. Mais Moi, je vais laisser la surprise de la génération de la vidéo nous donner. Parce qu'on parle de créativité et d'éléments, mais je me dis, ouais, déjà un petit rendu avec du Lego, ça peut être sympa.
T'aimes bien l'eau. J'ai remarqué les cycles de l'eau, tout ce qui touche à l'eau Ouais, ça, en j'ai général. fait, c'était le premier, parce que du coup, c'était les premiers sujets avec ma fille, ouais. Ok. C'est le cycle de l'eau. Mais l'eau avec les Lego, bonne chance. Ah, bah c'est ça qui est bon. Un petit tsunami. Un petit tsunami. La vague de Kusai en Lego, ah ouais. Vague de Kusai en Lego. C'est noté. Ah, et après, voilà, je sais pas ce qui va se passer. Avec Je- Gabriel qui surfe dessus, et après, c'est l'aventure. Allez, on part sur ça. Je sais pas ce qui va se passer. Vous êtes à cette partie de la vidéo maintenant. Vous comprenez le début C'est- qui n'aura pas de sens. Mais voilà. Mais si, du coup, ça commence à avoir du sens. C'est là où, du coup, on peut avoir du sens. C'est-à-dire que, du coup, on parlait de la vague, la submersion, la crainte de l'IA, et puis à Oh la là fin, là. on surfe sur cette vague immense. Ça, c'est le discours commercial. C'est comme ça qu'on vend les campagnes. Très bon. T'es très Donnez bon, du- Vivien. Tu vas nous faire payer le podcast. Non, très bon. Ben, on a une tradition, donc ça, c'était. Je profitais de ta présence pour te demander ça. Donc ça, on va faire au mieux pour le coup. Et on a une petite tradition, tour de table, voilà, des recommandations. Si tu as une chaîne YouTube, un livre, un film, une série, peu importe, une chose que tu souhaites partager à l'auditoire, une personne ou peu importe. Tu as le champ libre, Vivien. On commence Pas, par pas forcément lié à l'IA. Hein. Ouais, pas forcément lié à lire. D'accord. Bah, déjà, en série, j'ai fini la saison 2 de Sévérance, hein, donc je conseille à tout le monde Top. de se binge-drinker la série, absolument. Non, un bouquin, je dois l'avoir ici. Je sais pas si je l'ai. Donc Flavien Chervet, je vous conseille. Sur la partie d'IA, il y a 3 bouquins. Il y en a un sur du prompt engineering, donc un peu plus pour rentrer dans le détail. Il y en a un sur la partie hyper prompt donc ça c'est sur prompt engineering, c'est hyper prompt. Il y en a un qui raconte un peu l'histoire de l'IA. Je trouve super intéressante parce que du coup, elle est pas catastrophisme, enfin, dans un catastrophisme et tout ça. Elle raconte vraiment aussi la partie de genèse dans les depuis les années 50, 60, vraiment avec les premières réflexions autour de ça. Et donc je trouve ça assez intéressant et ça m'a vachement éveillé à mon approche sur la partie d'IA. Après, qu'est-ce que je pourrais donner? Ben, si vous voulez découvrir en tout cas des premiers outils, faire des tests ou ça, FreePix, je vous le conseille. Parce que, du coup, Ok. ce que je disais, en tout cas pour pouvoir se lancer, je sais pas, je crois qu'il y a un abonnement avec 200 000 crédits ou un truc comme ça, mais ça permet vraiment de toucher à la fois de l'image et à de la vidéo. Et pour ceux à qui j'aurais donné envie de tester et de s'ouvrir à ça rapidement, en tout cas c'est le bon outil pour rentrer dedans, parce que du coup c'est assez simple à l'interface. Je suis pas sponsorisé, j'ai rien. Nous, on va mettre quand même un lien d'affiliation. Hein. On va appeler Vivien en parle IA 10%. Donc n'hésitez pas. Non, top. Donc belle recommandation. Sauf qu'on les a pas, les 10%. Sauf qu'on les a pas. Donc bonne recommandation. On va regarder ça. Je mettrai les liens en description pour le coup. Non, et après, qu'est-ce que vous m'avez dit comme autre exemple qu'il fallait que je... Comme ça, Oh, bah, ça c'est bon, impeccable. C'est pour l'auditoire, un peu partager ce que tu voulais partager. Toi, Jules, de ton côté, tu as des recommandations qui te viennent en tête? Ouais. Alors, j'ai pas du tout fini, mais j'ai commencé la série d'animation de Astérix, Alain Chabat. Oui. Et j'étais exactement. Et j'étais impressionné par. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé de films ou d'animation ou de dessin animé. Et donc, je pense 10 ans. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a eu un gap dans le graphisme. Et enfin, voilà. Donc, je recommande. Ok. Et toi, Mohamed? Merci, Gilles, d'avoir pensé à moi. Je pense qu'on va pouvoir clôturer. T'imagines? Moi, je vais recommander un YouTuber. Donc, un YouTuber qui a fait de la création de vidéos. Donc, très beau storytelling, une utilisation assez folle. Le fameux truc de VO3 où No, we can talk. We can talk. No more silence. Yes, we can talk. Vous pourrez le voir sur sa chaîne vidéo. Donc, c'est Harika. Donc, Harry Kushnir, pas
confondre avec Kouchner. Donc, vous le verrez en bas de la vidéo. Et donc, il expérimente des créations de vidéos assez incroyables. On parlait des personnes qui sont pas très connues et qui font des trucs de fou. Lui, il fait des trucs de fou et il est pas très connu. Et je vous le recommande en tout cas. Donc, Vivien, Gilles, merci pour ce podcast. Avant de nous Merci, quitter, Vivien. où on peut te retrouver, Vivien, sur Internet, comment on peut te retrouver? Après, sur LinkedIn principalement, parce que du coup, j'ai dessus. Après, j'ai une chaîne YouTube, j'ai de l'Instagram et tout ça, mais l'agrégageur, c'est voilà. Après, tu peux mettre les liens dessus, mais j'ai pas de site vu que je travaille principalement avec les agences. En gros, je n'ai pas de front et donc du coup, sur la partie d'IA, c'est vraiment une approche plutôt loisir sur Instagram et sur YouTube. Ok. Donc, je suis une agence, je peux te contacter pour une campagne ou quoi que ce soit. Ok. Top. Super. On mettra tous les liens en tout cas. Vivien, top. Merci, Gilles. Un petit mot de la fin. Vivien, on te laisse le mot de la fin. Ben non, merci à vous. C'est toujours agréable de pouvoir parler de l'IA et de ces métiers. Clairement, pour moi, ça reste une époque enthousiaste pour moi sur ce sujet-là. Je le vois quand même comme quelque chose d'assez positif dans les évolutions de nos métiers. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils se transforment nos métiers, mais qu'ils sont pas en train de détruire. En tout cas, pour notre secteur. Pour d'autres, ça posera peut-être d'autres problèmes. Les traducteurs. Non, je me sens... Le gars qui met l'huile sur le feu. Non, mais cool. En tout cas, merci, Gilles. Un grand merci. On n'hésite pas à s'abonner. Viens, on parle aussi. On a oublié de le dire. Donc, merci à tous. Passez une bonne journée et à la prochain podcast. Ciao, ciao.